Salut l'équipe asymétrique, c'est Stéphane et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle on va parler du DCA, cette méthodologie d'investissement simple qui te permet de bien démarrer en bourse. Si tu veux savoir sur quels actifs faire un DCA, comment utiliser le DCA pour booster une stratégie crypto gagnante et savoir comment cette stratégie se compare à d'autres plans d'investissement, c'est la vidéo faite pour toi. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti pour cette première partie. Qu'est-ce que le DCA? Bon, d'abord, DCA, ça veut dire Dollar Cost Averaging. Ce qui veut dire qu'en fait, on va lisser notre prix d'entrée dans le temps. On va prendre une somme que l'on a envie d'investir et on va la diviser en plusieurs parts que l'on va investir à intervalles réguliers. Et de cette façon, on va fortement diminuer la volatilité sur notre portefeuille. Par exemple, si tu as 12 000 $ à investir, et que tu veux les investir sur une période de 1 an, tu vas tout simplement pouvoir investir 1 000 $ à chaque mois et de cette façon-là, lisser le prix d'entrée sur une année au complet. Cette méthodologie, elle est très efficace dans deux cas de figure. Soit tu as un patrimoine important que tu as envie d'investir et donc de le lisser dans le temps tout simplement pour ne pas prendre un énorme risque au moment où tu fais l'investissement. Ou alors, tu as des revenus mensuels que tu as envie d'investir et donc cette méthodologie-là va te permettre tout simplement de rentrer chaque mois quand tes revenus tombent. Un énorme avantage de cette méthode, c'est qu'elle est très simple. On n'essaye pas de timer le marché, de trouver le point bas, mais tout simplement on se concentre sur un investissement à long terme que l'on va faire de façon disciplinée. Le DCA se caractérise parce qu'il s'accompagne d'une croyance de l'investisseur dans le fait que l'économie va continuer de croître dans le futur. Cette stratégie, elle est uniquement faite pour les personnes qui ont une vision plutôt long terme. Donc ce n'est pas pour les personnes qui vont être susceptibles de sortir au premier ralentissement économique. Allez, c'est parti pour cette partie 2, le DCA par rapport à un investissement forfaitaire. Et on va regarder ensemble quelques graphiques pour bien se rendre compte de cette réalité. Le premier document que je voulais te montrer, c'est tout simplement cette étude de Vanguard qui nous montre l'impact du DCA par rapport à l'investissement forfaitaire. On peut voir ici que 68% du temps, l'investissement forfaitaire nous donne plus de performance que le DCA. Est-ce que ça veut dire que le DCA, c'est forcément une mauvaise méthodologie ? On va regarder ça avec quelques autres graphiques pour bien prendre conscience de ce que ça veut dire. Donc voilà le graphique du S&P 500. On peut voir que sur le long terme, le S&P 500, il est plutôt toujours en tendance haussière. On va regarder donc les différents types de méthodologies et comment elles se comparent dépendamment du point d'entrée sur le marché. On va commencer par la méthodologie d'investissement forfaitaire, en une seule fois donc, au pire moment. Donc si on investit toute la mise d'un coup, 100 000 $ en octobre 2007, juste avant le krach du marché boursier, on se retrouve au point bas du marché avec des pertes de 57,69%, soit 57 690 $, sur notre investissement initial de 100 000 $. Donc là, tu peux voir que si tu fais cet investissement-là, après ces 2 premières années, tu es déjà avec une perte de 57 690 $ sur tes 100 000 $ d'origine et ça va être très difficile à accepter psychologiquement. Donc ça, c'est le premier défaut de l'investissement forfaitaire, c'est que si tu investis au pire moment, ça peut être vraiment très difficile de tenir ta position. Ensuite, on va voir qu'il aura fallu attendre jusqu'à avril 2013 pour revenir à zéro, ce qui veut dire que pendant une période de 6 ans, le portefeuille il a été sous l'eau et qu'on a toujours été perdant. Ça peut être aussi très difficile psychologiquement parce qu'en fait, au moment où tu vas revenir à zéro, tu vas avoir tendance à tout simplement sortir de cet investissement qui a été perdant et qui a été une douleur pendant une durée quand même de 6 ans et tu vas en fait perdre toute la performance ultérieure tout simplement parce que tu es sorti du marché. En tenant ta position jusqu'à décembre 2023, avec les dividendes réinvestis, tu auras 317,20% de performance sur ton capital, soit un capital de 317 200 $. C'est une performance annuelle moyenne de 9,24%. On va maintenant regarder ce que ça ferait si on investit au meilleur moment. Donc là, en entrant au meilleur moment sur le marché avec l'investissement forfaitaire, on a mis nos 100 000 $ en mars 2009 et tu peux voir qu'en décembre 2023, avec les dividendes réinvestis, on monte à 718,61% de performance, soit un capital après 14 ans de 718 610 $, avec une performance annuelle moyenne de 15,32%. Donc là, vraiment, énorme différence comparée au cas précédent. On peut voir qu'on a plus que doublé tout simplement l'investissement.
Maintenant, si on passe au DCA au pire moment. Donc là, on commence à investir en DCA au pire moment en octobre 2007 avec nos 100 000 $, mais on décide de les répartir sur 10 ans à raison de 833,35 $ par mois. Donc on commence pendant les premières années avec des pertes. Au point bas du marché, on aura investi 15 000 $ avec une perte sur le capital de 44,04%. Donc c'est déjà quand même une perte qui est 13% moins élevée que la perte qu'on a eue si on a fait l'investissement forfaitaire au pire moment. La perte est de 6 606 $, donc psychologiquement c'est quand même beaucoup plus acceptable qu'une perte de 57 000 $. Et puis, au mois de décembre 2009, tu seras déjà revenu en positif avec un capital investi de 22 500 $ et un rendement de 3,96%. Ton capital sera de 23 550 $. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que déjà, il aura fallu à peine 2 ans pour revenir en positif, alors que sur le pire scénario de l'investissement forfaitaire, il nous a fallu 6 ans pour revenir en positif. En octobre 2017, tu as fini d'investir les 100 000 $. Ton rendement est de 12,71% annualisé avec des dividendes réinvestis, ce qui te fait un capital de 193 906 $ après avoir investi la somme au complet. En décembre 2023, ton capital est de 394 471 $, soit un retour sur investissement de 394,47%. Maintenant, on va regarder le DCA dans le meilleur des cas. Et là, on peut voir qu'en mars 2009, on débute notre DCA, donc de 100 000 $ répartis sur 10 ans, à raison de 833,35 $ par mois. En 2019, on aura fini d'investir la somme au complet. Donc ça nous aura donné un rendement annualisé de 12,90% et ton capital sera de 195 870 $. En décembre 2023, ton capital est monté à 327 270 $, soit une performance de 327,27%. Donc on va revenir sur les résultats des différents scénarios. Donc le premier scénario, ça nous aura donné comme résultat 317,20% de performance sur la période au complet de 2007 à 2023, ce qui nous aura donné un capital de 317 200 $. Le scénario numéro 2, qui est donc l'investissement forfaitaire au meilleur moment, lui nous aura donné tout simplement une performance énorme de 718,61% avec un capital final de 718 610 $. Donc le meilleur des cas, en fait, c'est d'investir au meilleur moment la somme au complet. Ensuite, si on regarde le DCA dans le pire des cas, eh ben lui, il nous aura donné un capital final de 394 471 $ avec une performance de 394,47%. Et le DCA au meilleur moment nous aura donné un capital de 327 270 $ avec un retour sur investissement de 327,27%. Donc dans le cas du DCA, on peut voir qu'en fait, même si les 2 premières années n'ont pas été tellement fructueuses, ça a été quand même extrêmement bénéfique de rentrer plus tôt. Donc dans le cas du DCA, on s'en fout complètement de rentrer au meilleur moment du marché, on veut juste rentrer dans le marché à partir du moment où on peut le faire et avoir la discipline de continuer à rentrer dans le marché à chaque mois. C'est vraiment la manière de réussir si tu appliques cette méthodologie d'investissement. Allez, c'est parti pour cette partie 3, le DCA en pratique. Bon, le DCA, c'est très simple. En théorie, on a vu ensemble que tout simplement, tu investis chaque mois ou chaque semaine la même somme et puis au bout de la période que tu avais prédéfinie, tu vas arriver à avoir investi la somme que tu avais déterminée à l'avance. Mais en pratique, le cours des actifs, il varie. Donc ça va être des fois plus difficile d'obtenir le nombre de parts que tu veux pour que ce soit exactement la somme que tu avais prévu d'investir. On va regarder ensemble un petit tableau pour bien comprendre tout ça. Donc là, avec ce tableau de l'investissement réel en DCA, tu peux voir que à chaque mois, on a prévu d'investir 1 000 $ pour investir nos 12 000 $ à la fin de l'année. Le cours de l'actif, lui, il varie. Par exemple, au mois numéro 1, il est à 50 $, donc on peut acheter 20 parts et avoir un montant investi de 1 000 $. Au mois numéro 2, par contre, l'actif est passé à 52 $, donc on ne peut acheter que 19 parts pour les 1 000 $ qu'on a à investir, ce qui nous fait 988 $. Et puis au mois numéro 3, on a un montant à investir de 1 000 $ encore une fois, et le cours de l'actif, il est à 54 $, donc on ne peut acheter que 18 parts, soit 972 $. Donc là, on peut regarder que à chaque mois, ça varie, mais on n'investit jamais réellement nos 1 000 $. Le total investi sera de 11 658 $ à la place des 12 000 prévus. Le nombre de parts sera de 225 pour un prix moyen d'achat de 51,81 $.
Les profits seront de 1392,75 $ et la performance de 11,95%. Donc on voit qu'on a quand même réalisé des beaux profits, mais en vérité, il nous reste quand même 342 $ qu'on n'a pas investi sur le marché comme on avait prévu de le faire. Donc on pourra les reporter sur l'année d'après. Certaines plateformes permettent l'achat de parts fractionnaires. C'est le cas par exemple de Interactive Brokers et ça nous permet de faire un DCA en fait avec les montants exacts qu'on avait prévus. Par contre, pas tous les actifs sont disponibles aux parts fractionnaires et pas tous les courtiers permettent d'obtenir des parts fractionnaires. Donc il va falloir que tu te renseignes par rapport à ça. Et allez, on y va pour la partie 4, sur quels actifs faire un DCA. Bon, le DCA, il vaut mieux le faire sur des actifs qui sont fortement diversifiés. Donc on va prendre par exemple un ETF sur le S&P 500, sur le Nasdaq. On va prendre des fonds communs de placement qui sont fortement diversifiés sur plusieurs secteurs de l'économie. Tout simplement parce que en faisant un DCA, on ne sait jamais quelle est la compagnie qui va performer. Donc ce qu'on veut, c'est avoir un panier diversifié de compagnies et de parier sur l'économie globale avec la croyance que l'économie du pays en question ou l'économie mondiale va continuer de croître dans les années futures. Il faut complètement éviter de faire le DCA sur des compagnies individuelles. Tout simplement, ces compagnies peuvent être disruptées à tout moment par de nouvelles technologies ou de nouvelles compagnies et on a vu par le passé qu'il y a eu vraiment des mastodontes qui semblaient indétrônables et qui ont fini en fait par devenir complètement obsolètes. On va regarder deux cas ensemble avec des graphiques. Donc ici, pour le premier cas, tu peux voir le graphique de Xerox qui était une compagnie qui faisait des imprimantes de très haute qualité, qui a été extrêmement plébiscitée dans les années 70, et puis on voit qu'elle a fait un énorme retour dans les années 2000, mais cette compagnie, si tu as fait du DCA dessus depuis les années 70 ou même depuis les années 2000, que tu n'as jamais pris les profits, en fait tu es à perte, tu es en train de faire ton DCA sur un titre qui est quasiment à son plus bas de tous les temps. Là, on peut voir le graphique de la General Electric. On peut voir que ce titre-là, il a fortement progressé depuis ses débuts dans les années 60 jusque dans les années 2000. Mais si tu as fait du DCA là-dessus dans les 20 dernières années, alors vraiment c'est une catastrophe. La structure est baissière, ça n'arrête pas de continuer à la baisse, même s'il y a des beaux rebonds au milieu, qu'il y a fortement des beaux trades à prendre. Mais en tant qu'investisseur de long terme en DCA, vraiment, ce titre-là, on peut voir qu'il ne fait que te faire perdre de l'argent. Un autre point, c'est que les crypto-monnaies ont fortement popularisé le DCA. On voit beaucoup de personnes dans les cryptos parler de faire du DCA. Mais en réalité, les crypto-monnaies, c'est des actifs extrêmement volatiles. Très peu de cryptos vont continuer à être des titres qui performent dans le temps et faire un DCA sur des crypto-monnaies, ça peut être extrêmement dangereux, tout comme c'est le cas pour les actions, comme je te l'ai montré auparavant. Donc on va vraiment essayer de se focus sur les ETF et sur les fonds fortement diversifiés et éviter tous les titres individuels, que ce soit des cryptos ou que ce soit des actions. Le seul crypto-actif sur lequel le DCA a été prouvé de marché, c'est le Bitcoin, parce qu'il a 15 ans d'histoire et que sur son historique de 15 ans, le DCA fonctionne. Il faut quand même se rappeler que pendant les 15 ans d'existence du Bitcoin, on a été dans un marché haussier sur toutes les classes d'actifs et ça, c'est quand même une condition de marché qui est bien particulière qui pourrait différer dans l'avenir. Donc il faut aussi prendre ça en considération. Par contre, tu peux néanmoins utiliser certains aspects de la stratégie DCA pour booster une stratégie crypto en vue de faire des énormes profits. On va regarder ensemble comment faire ça. Donc là, dans cet exemple, on va regarder ensemble le cours du Bitcoin et on va voir comment la méthodologie DCA peut permettre de booster les performances d'une stratégie crypto qui va jouer sur les cycles. Une fois que tu as bien compris ça, tu vas pouvoir utiliser ce que tu as vu ici sur le Bitcoin sur d'autres crypto-actifs. Par contre, il faut toujours te fier sur le cours du Bitcoin en premier avant d'aller sélectionner les autres crypto-actifs. Donc tout ce que je vais te montrer sur le Bitcoin, c'est ce que tu veux voir dans le graphique du Bitcoin avant d'aller chercher quelque autre crypto-actif que ce soit. Pour cet exemple, on va regarder le prix du Bitcoin en unité de temps weekly. Je vais te montrer une méthodologie que moi j'applique, mais attention, ça ne garantit pas du tout des résultats. Ce que je suis en train de te dire, c'est que moi, je trouve qu'il y a un intérêt à cette méthodologie, que je l'applique moi-même et que j'ai eu des résultats corrects avec, mais dans le futur, si le prix du Bitcoin il ne remonte plus jamais, tout simplement, on risque de perdre de l'argent. Donc, il faut mettre la somme que tu es prêt à perdre sur cette stratégie et
utiliser la stratégie à ton avantage en ayant un respect des caractéristiques de la stratégie. Je vais te montrer ça tout de suite. Premièrement, on veut essayer de commencer le DCA quand on est dans la partie basse du cours du Bitcoin. Le problème, c'est comment on fait pour décider que c'est la partie basse. On a compris que le DCA, en fait, c'était plutôt une méthodologie d'investissement qui te permet d'avoir de plus en plus de positions au fur et à mesure du temps et qui te permet en fait de ne pas t'inquiéter du cours de l'actif. Mais dans le cas des crypto-actifs, comme on va plutôt vouloir essayer de timer le marché, on peut utiliser le DCA pour tout simplement lisser notre prix d'entrée sur le marché dans une zone qui nous convient. Pour moi, la zone qui me convient, elle va être dans deux caractéristiques. Donc je vais te montrer deux indicateurs que j'utilise qui sont très simples et qui te permettent d'avoir une vision long terme en fait et d'investir sur le long terme dans des bons moments. Le premier, ça va être la MA200. La MA200, historiquement, elle a bien fait rebondir le cours du Bitcoin. Et là, on peut voir que quand le prix est passé sous la MA200, ça a été une bonne opportunité d'achat. Donc on peut déjà se fier sur ce premier indicateur. Et on va le mettre en corrélation avec ce deuxième indicateur qui est le MVRV Z-Score. Le MVRV Z-Score est très important dans ma stratégie parce que c'est un indicateur fondamental du Bitcoin. Un indicateur fondamental, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va regarder les métriques sur la blockchain pour se donner une idée de qu'est-ce qui est en train de se passer. Sur cet indicateur-là, ça va nous faire une comparaison entre le prix de l'actif et les multiplicateurs de gains des acteurs du marché. Donc quand les acteurs du marché ils sont en train de vendre avec des gros multiplicateurs de gains, tout simplement on arrive vers un top de marché et on peut se dire que les personnes sont en train de prendre des énormes profits sur des positions gagnantes. Par contre, quand on a des acteurs qui vont vendre à perte, et là on peut se dire qu'on est sur un bas de marché parce que tout simplement ça veut dire que les personnes qui ont acheté au moins bon prix sont en train de tout simplement sortir de leur position parce qu'elles ont peur de continuer à rester dans ces positions perdantes. Et là ça peut être un bon moment de ramasser justement les bitcoins à bas prix quand il y a le pic de peur sur le marché. Le pic de peur, on le ressent aussi très bien autour de nous, avec tout simplement nos collègues, notre famille, nos amis, qui sont tous un petit peu en mode panique. Nous-mêmes, on est en mode panique, donc si toi, tu es en mode panique au moment où tu es en train de subir la baisse du marché, tu peux savoir que c'est un sentiment qui est partagé par la plupart des investisseurs, et donc ton propre sentiment peut être un très bon indicateur. Donc en utilisant ces deux indicateurs-là, cet indicateur fondamental et cet indicateur technique, on va tout simplement essayer de se positionner quand on arrive proche de la MA200 ou en dessous et que le MVRV Z-Score affiche la couleur verte, tout simplement ici en bas, qui est sous les 0.10. Donc là, pour l'exemple, ce que je me suis dit, c'est dès qu'on arrive en dessous de la MA200 ou proche de la MA200 et que le MVRV Z-Score passe au vert, je vais investir 250 $ par semaine pendant un an et ce sera la moyenne d'achat que j'ai envie de faire. Donc en se basant sur l'exemple que j'ai donné, le 20 juin 2022, on rentre dans le marché pour la première fois et on continue jusqu'au 20 juin 2023. On investit 250 $ par semaine de façon hebdomadaire, ce qui nous donne un retour sur investissement de 93,39%. On a dépensé 13 250 $, on détient maintenant une valeur de 25 623 $ et on détient un peu plus d'un demi-bitcoin. Donc là, si on regarde ce que ça avait fait si on investit au pire moment du marché, le 8 novembre 2021, tu rentres en position et tu continues jusqu'au 8 novembre 2022 avec la même somme de 250 $ par semaine. Tu as toujours investi 13 250 $, tu détiens aujourd'hui 18 831 $ avec une performance de 42,12%. Donc oui, tu restes en positif, ce qui prouve bien que le DCA sur le Bitcoin pour l'instant reste valide. Par contre, tu peux voir que en ayant la stratégie boostée, tu fais des bien meilleurs résultats, plus du double en fait, sur ton investissement. Donc moi je trouve que c'est une bonne façon de faire. Et en plus de ça, à partir du moment où tu as commencé à faire ton investissement de cette façon-là sur le Bitcoin, tu peux aussi commencer à te réintéresser à des altcoins en regardant les altcoins qui surperforment par rapport au Bitcoin. Et là, tu vas pouvoir rentrer aussi en DCA sur ces altcoins-là qui sont potentiellement les énormes multibaggers du prochain cycle. Allez, c'est parti pour la partie 5, la conclusion de cette vidéo. Bon, on a vu ensemble que le DCA, c'est une méthodologie d'investissement que tu peux appliquer si tu as une vision long terme, donc de 5 à 10 ans,
pour pouvoir profiter en fait des plus-values sur le marché. Cette stratégie présente l'avantage de garder un bien-être psychologique. Donc pendant les périodes de baisse, tu vas pouvoir continuer à investir en voyant ces périodes comme des opportunités d'achat plutôt que de les subir en étant pleinement investi et de prendre des fortes baisses sur ton portefeuille. Toi aussi tu peux te lancer. Commence avec un petit capital que tu feras grossir au fur et à mesure du temps. Tu vas faire des erreurs, tu vas faire des essais, et oui, il y aura des pertes, mais en même temps, c'est comme ça que tu vas pouvoir apprendre et devenir un investisseur accompli. J'espère que je t'ai apporté beaucoup de valeur à travers cette vidéo. Laisse-moi savoir en commentaire ce que tu penses de cette méthodologie d'investissement et n'hésite pas à consulter les liens en description pour avoir plus d'informations sur le sujet. Je te souhaite une excellente journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!